Quand même, tuer des enfants au cinéma, c'est rare. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement le démembrement. J'ai complètement chialé parce qu'une noix apprend à voler. Je m'y attendais pas. Mais ça dit pas des trucs intelligents, mais en fait, Non, vous avez même pas compris qui était le personnage qui parlait. Enfin, si on prend un peu Pixar et DreamWorks en termes de studio d'animation, c'est un peu comme le cinéma de Chaplin et de Buster Keaton. Je pense qu'il aurait dû oublier cette histoire d'amour qui est vraiment très mauvaise, quoi. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Miséricorde, voilà le titre du nouveau long métrage d'Alain Guiraudy, mais aussi selon le dictionnaire Larousse, et je cite, la pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Alors la miséricorde de notre équipe en fera-t-elle preuve? Quels seront les films qui trouveront grâce à ses yeux critiques? Et quel châtiment sera réservé à ceux qui seront jugés coupables de décevoir nos attentes? Direction la prison, où croupit François Civil dans L'amour ouf de Gilles Lelouch, l'hôpital psychiatrique dans lequel Niki, incarné par Charlotte Lebon, est envoyé contre son gré, ou encore l'exil rencontré par le robot sauvage du nouveau film d'animation des studios DreamWorks. Nos condamnés du jour ont-ils le droit à une seconde chance, à l'instar de François Civil qui recroise Adèle Exarchopoulos son amour de jeunesse, à l'instar aussi de Niki qui devient Symphal dans ce biopic réalisé par Céline Salette, et à l'instar encore du robot sauvage qui prend bientôt sous son aile un oisillon orphelin. Ce soir, nous trancherons des débats mais aussi des têtes dans notre focus sur les réalisateurs face aux géants du streaming, focus imaginé à l'occasion de Disclaimer, première série créée par Alfonso Cuarón pour Apple TV, et carte blanche à Manon qui nous expliquera pourquoi on a tout faux sur Sean Baker, le cinéaste américain qui a obtenu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Bonsoir à tous, avant de démarrer ce 4e épisode, un grand merci au cinéma L'Entrepôt qui a la gentillesse de nous héberger chaque semaine, et un immense merci à tous les auditeurs de La Perche et dans le cadre. On s'est lancé il y a moins d'un mois et déjà vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, ça fait chaud, très chaud à nos petits cœurs fragiles de cinéphiles, de critiques cinéphiles même. Pour continuer à nous aider à grandir, on vous invite à vous abonner à notre chaîne Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, et on vous donne rendez-vous sur les réseaux Instagram, TikTok, Twitter. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec nos analyses ou si au contraire, on dit des grosses conneries et vous êtes hyper en colère contre nous. On serait très heureux d'échanger avec vous et de découvrir vos goûts, votre sensibilité et surtout vos petits coups de cœur. Et autour de la table ce soir pour parler cinéma et séries avec nous, Yuri, bonsoir. Bonsoir, mon micro marche, c'est magnifique. Eh ben, c'est magnifique. Tu es compositeur de musique de film, tu es scénariste et tu es metteur en scène de comédie musicale. Comédien aussi. Et je me la pète de ouf. Et tu te la pètes de ouf, mais ça on aura l'occasion de l'entendre. Félix, tu es réalisateur, tu te la pètes beaucoup aussi. Bonsoir. Surtout depuis que... Depuis que tu as des très bonnes nouvelles professionnelles, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Manon, tu te la pètes encore plus parce que toi, t'es journaliste chez Combini. Et tes étoiles sont sur Allociné. Ça, c'est quand même... oui, ça c'est la nouveauté, effectivement. On a tes avis critiques dans la catégorie critique presse sur Allociné. Rita, alors toi, tu pètes tout le plafond puisque t'es carrément en duplex depuis le Maroc ce soir. Bonsoir Rita. Bonsoir, je me prends pour Carla Bruni ce soir. Et c'est génial. Alban, tu es notre historien en cinéma, quelle classe. Et Laurent, tu es toujours notre retraité. Toujours à la retraite. Toujours à la retraite. Et ça, quelque part, c'est le Graal ultime d'à peu près tout le monde a envie d'y être en tout cas. Cinéphile. On va parler cinéma, mais évidemment, on va d'abord parler chiffres. C'est l'heure du box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Yuri, c'est quoi ce box-office de la semaine? Est-ce qu'il fait chaud au cœur? Oui, les gens sont allés au cinéma contre toute attente. Non, il pleuvait. Et comme quoi. Non, ils sont allés pas mal au cinéma et surtout voir pas mal de films différents puisqu'ils sont allés voir en premier lieu Le Robot Sauvage qui fait 395 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est un peu mollasson, mais les vacances arrivent, donc les familles vont faire le plein de bons sentiments, de petits oisillons et de robots humanistes. En deuxième place, autre ambiance, puisque c'est Terrifier 3, le festival de tripaille qui... On tue les enfants qui sont allés voir Le Robot Sauvage. On tue les enfants parce qu'ils sont allés voir Le Robot Sauvage, très précisément. Non, donc on va vous en parler juste après. Alors le film fait un score complètement fou de 279 000 entrées. Pour que vous vous rendiez compte, il n'est projeté que sur 155 écrans et à une moyenne
par séance, enfin par copie de 1800 spectateurs. C'est complètement con. C'est complètement con. Je pense que même genre les Star Wars et les trucs comme ça, ils Non, ouais, font ça en fait. c'est le niveau de petits trucs en plus quand il était à son plus haut niveau. Donc c'est un bon, on va en reparler juste après, mais du coup Lee Miller le suit de très près avec 248 000 entrées et bonne nouvelle, l'histoire de Suleiman se place en top 6 de cette semaine puisque il fait 126 000 entrées pour sa première semaine, ce qui pour un petit film comme ça est tout à fait honorable et même très encourageant, et c'est la deuxième meilleure moyenne par copie juste après Terrifier. On est un peu plus loin que les 1800 mais quand même, c'est-à-dire que beaucoup de gens se déplacent pour voir ce film et il a un très bon bouche à oreille, un très bon écho même parmi le public. Et alors tu cites Lee Miller dont Laurent nous parlera tout à l'heure, et l'histoire de Suleiman, on vous renvoie vers notre podcast de la semaine dernière, on en a dit énormément de bien. Yuri, Terrifier, c'est une franchise que t'aimes bien, tu nous as fait découvrir, t'as découvert le 2. J'aimerais rétablir la vérité quand même. J'ai découvert le 2 et à l'époque où nous étions sur d'autres ondes, j'ai dit il faut absolument en parler, ce truc est sidérant de bêtises et de violence. Ouais. Et c'est en train de cartonner aux États-Unis et le film venait de sortir en France et à l'époque avait fait un score tout à fait confidentiel de genre 80 000 entrées maximum sur toute son exploitation. Le 3 arrive, est interdit aux moins de 18 ans et explose tout sur son passage et du coup est un phénomène complètement de cinéma puisque les gens se ruent pour voir ce clown tueur et affreux, et on a décidé d'en parler dans les news parce qu'on a vu le film. Et que tous ensemble, Félix, toi et moi, dans une séance, et en fait c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que plus pour le côté phénomène que pour le côté qualité du film, on est dans une salle, il faut le dire, pleine à craquer de gens dont la moyenne d'âge, honnêtement, c'était 20 ans. C'était 20 ans, c'était très jeune, c'était rare au cinéma. Un public extrêmement divers aussi, ce qui faisait extrêmement plaisir à voir, de voir des gens pour le coup de tous horizons qui se pointaient pour voir un clown massacreur d'enfants, mais en tout cas il y avait un côté roller coaster, séance popcorn du dimanche, avec un vrai plaisir de regarder ce film là entre potes, certains y emmenaient leurs copines, ce que je trouve étant à la fois la meilleure et la pire idée. Au moins si elle reste à la fin, c'est que ça se passe bien. Voilà, moi aussi j'y étais en couple. Ouais, voilà, mais toi c'est un autre problème, Elisabeth. Mais non, voilà, donc c'était un truc assez curieux de voir que ce phénomène a complètement pris, et il y a un vrai engouement autour de ce film, et en tout cas voilà, on voulait en parler pour ça, le notifier aussi pour ça, sachant que le film en lui-même, c'est une espèce de série B, un peu un nanar assumé, on va dire, un nanar volontaire autour de Art the Clown, qui est un personnage que je continue à trouver génial pour le coup, mais parce qu'il est muet et qu'il agit comme un mime en fait. Oui, et il est plutôt rigolo, c'est-à-dire que il est plutôt marrant, et que c'est ça qui fait la qualité du film plus que son scénario ou ses acteurs. Voilà. Non mais c'est un film effectivement qui est toujours, comme tu l'as dit, toujours plus bête, toujours plus dégueulasse. Félix, ce Terrifier 3, il t'a pas complètement convaincu? Non, j'ai même été assez déçu parce que moi j'aime bien le 2 en dehors du côté un peu nanar. Je trouve qu'il y a des vrais moments, tu parlais de sidération comique, mais il y a des vrais moments de sidération horrifique parce que c'est très étrange. La violence va à un tel niveau que tu comprends pas ce qui se passe. Une mise en scène qui est vraiment très particulière, et je trouve que pour le coup Damien Léon avait un peu son style là-dessus. Et là malheureusement ça fait un peu épisode de transition, il a x10 de budget, mais je trouve que les ambitions c'est moins 10 pour le coup. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est-à-dire que il essaye pas vraiment de nous raconter l'espèce de grande histoire un peu baroque qu'il avait dans le 2 avec son héroïne qui avait des ailes, des machins. Enfin, il y avait quelque chose presque de Donjons et Dragons en fait là-dedans, et qui disparaît complètement pour être dans une espèce de slasher un peu classique où on va massacrer des gens. En fait, plus grand public aussi presque. Ouais, et où du coup vraiment ce qui va nous intéresser, c'est effectivement le démembrement plus que plus que de créer je trouve des séquences de douleur qui étaient beaucoup plus bizarres et étranges dans le 2. Donc voilà, ça fait un peu épisode de transition, je le recommande pas du tout. Regardez à la limite le 2, mais bon, c'est 2h30, donc c'est vraiment hyper long. Et j'irai quand même voir le 4 par curiosité pour voir où est-ce que ça va. Quand même, tuer des enfants au cinéma, c'est rare. Tu vois, tuer des enfants comme ça dans des films d'horreur. C'est vrai. Mais là en fait, autant d'enfants surtout. Tu sens que c'est voulu, quoi. Et d'ailleurs, il y a une gamine qui se fait tuer dans la scène d'ouverture. Que le contexte de Noël est fait pour déglinguer des enfants. Deux gamins, tu as raison. En vrai, dit comme ça a l'air génial. Ça a l'air super. Quand on commence il y a des moments qui sont marrants, mais voilà. Non, effectivement, le film n'est pas complètement à la hauteur de ce succès, mais comme vous le disiez, c'est très agréable que ça ramène des gens en salle, et c'est hyper agréable qu'il y ait des succès popcorn comme celui-ci. Ce soir, on va parler de 4 débats. Le premier, il est autour de L'amour ouf, le nouveau film de Gilles Lelouch. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi.
L'amour ouf, donc. Jackie et Clotaire, dès qu'ils se croisent, c'est l'amour fou, ou plutôt l'amour ouf. La vie fait tout pour les séparer, mais rien n'y fait. Ils sont comme les ventricules du même cœur, nous promettons. Rita, tu as vu le film à Cannes dernier, donc ça commence à remonter un petit peu. Qu'est-ce que tu gardes de cet amour ouf qui t'avait, je crois, plutôt convaincu à l'époque ? Oui, en fait, c'est un film très difficile à digérer, qui lui-même, c'est un film boursouflé du début à la fin. Et j'ai très envie de retourner le voir en fait parce que visiblement la copie a beaucoup changé depuis Cannes. Je crois qu'il y a même la scène finale qui a été supprimée alors que c'était une grande scène de danse que personnellement j'avais beaucoup aimé, qui te laissait le cœur plutôt léger que lourd à la sortie de la salle. C'est un film que je trouve... franchement, il faut un certain espace mental pour l'appréhender à mon avis. Parce qu'il est vraiment conséquent. J'aime beaucoup l'univers, le voyage, l'ambiance années 80, la BO qui est vraiment bien gérée. C'est plutôt un film d'ambiance pour moi que de scénario, même si je pense qu'il a été travaillé pour être les deux. Parce que pour moi, le bas blesse quand il s'agit de l'histoire d'amour, qui est un peu montré comme quelque chose de toxique et donc attirant. Et moi, j'ai un peu du mal avec ce genre d'histoire d'amour toxique qui sont censés être sexy. Certes, ils sont très sexy, Exarchopoulos et Civil, mais je suis pas sûre que c'est la meilleure histoire d'amour à montrer. Et pourtant, c'est le titre du film. L'amour est quand même au centre du projet. Laurent, toi, ton petit cœur a... Pardon, Yuri, ton petit cœur a battu la chamade. Celui de Laurent, moins, mais on le verra après. Ouais, alors moi, en effet, je suis plutôt convaincu par le film. Je l'étais déjà par Le Grand Bain, que je trouvais... Qui est le précédent film en tant que réalisateur de Gilles Lelouch. Que je trouve être une excellente comédie, très réussie, très maîtrisée. Là, c'est en effet peut-être un peu moins maîtrisé, mais il y a pour moi une espèce de souffle complètement fou, complètement frénétique et qui a complètement marché sur moi. Je trouve qu'il y a un aspect clip dans le film, mais qui est que je porte à son crédit, parce que Gilles Lelouch... Alors qu'en général, quand on parle de clip en général dans cette émission, c'est pas pour en dire du bien. Bah, même quand on dit c'est clipesque, c'est généralement pour que ce soit un défaut. Mais moi, je pense que là, c'est un peu le projet. C'est-à-dire que Gilles Lelouch, il vient du clip. Enfin, il a fait une trentaine de clips de rap dans les années 90. C'est son origin story. Et je trouve que du coup, il a une vraie maîtrise du rythme des images, du sens du montage, d'une musicalité, justement dans la manière dont elles vont s'entrechoquer. Donc, il y a un côté un peu genre la caméra bouge tout le temps, le mec est obligé de montrer qu'il fait des angles un peu bizarres et tout. Mais moi, ce côté baroque là a complètement marché sur moi, et pour le coup, oui, je défendrais plutôt le film. Ouais. Laurent, toi, tu vas pas le défendre, tu n'es pas dans ce camp-là, et je te vois dodeliner de la tête quand Yuri avance les qualités du film. En fait, je suis pas là complètement pour lui cracher dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de qualités, on en reparlera, mais en effet, il y a des vraies belles réussites visuelles, il y a des vrais trucs intéressants, c'est plein de bonnes idées, plein de trucs bien faits. Je trouve que malheureusement, le film en fait repose sur cette histoire d'amour qui pour moi fonctionne pas en fait, qui est pas, en fait tout le début du film qui dure quasiment 1 heure, c'est une sorte de teen movie qui je trouve un peu faible en fait, qui est pas très bien construit, pas très bien amené. En fait, on sent qu'il y a un tout petit peu de manque de travail, de structure dans ce film, qui aurait pu vraiment l'amener dans un truc beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus réussi. C'est le seul vrai défaut, j'ai envie de dire technique, du film à mon sens. En dehors de ça, je trouve que le film d'une manière générale est un peu trop naïf et un peu trop bébête, et moi j'avais vraiment envie que ça aille plus du côté les Scorsese, les Friedkin, les trucs années 70 ricains, plus crades, beaucoup plus tragiques, beaucoup plus méchants. Mais c'est pas son projet, je pense. Voilà, je sais, c'est pas son projet, et du coup on peut pas trop le critiquer pour ça. C'est juste que moi je trouve ça dommage que ça aille pas là. Bon, après, parce qu'il faut peut-être préciser quand même pour nos auditeurs qui auraient pas vu le film, qu'effectivement il y a une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour s'inscrit sur un fond quand même de film de gangster. Voilà, fait, exactement. Derrière, qui est la meilleure partie du film, qui est de loin le meilleur truc, le truc le plus réussi. Je suis d'accord, mais c'est pas la partie la plus importante. Et du coup, comme le truc d'amour tient pas bien, pour moi c'est compliqué. Manon, pour toi aussi, c'est cette histoire d'amour qui est pourtant au centre du film qui pêche. Ah ouais, complètement. Je pense qu'il aurait dû assumer justement qu'il voulait faire genre Les Affranchis ou Le Parrain. Complètement. Et oublier cette histoire d'amour qui est vraiment très mauvaise, quoi. Enfin, le film, ça confirme que vraiment Gilles Lelouch, c'est un bon réalisateur. Mais le scénario, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont succédés à l'écriture. Il y a notamment Audrey Diwan qui est créditée, mais d'autres personnes. Je sais pas si ça a été un bordel ou pas, mais vraiment le scénario, je le trouve vraiment loupé. Sachant, de la part d'un film qui s'appelle L'amour ouf, c'est quand même dommage de louper son histoire d'amour.
Et Rita, on parle d'Adèle Exarchopoulos et de Françoise Civil. Les deux comédiens qui les incarnent plus jeunes, c'est Mallory Vanek, qu'on avait découvert dans Les Pires, et Malik Frika, que pour le coup, je n'avais jamais vu. Est-ce que ce double casting fonctionne et cette double temporalité, en tout cas ce passé avec ces personnages? Toi aussi, le teen movie, c'est pas forcément la partie la plus réussie du film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Malik Frika et Mallory Vanek. Je trouve que c'est des acteurs assez formidables. Notamment Malik Frika, c'est son premier film. Je crois qu'il est danseur au départ et que c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher. Sur ce que disait Manon sur l'écriture, j'ai entendu Gilles Lelouch en interview dire que lui et Benoît Poelvoorde, qui lui a offert le bouquin, sont allés en Italie pour écrire et qui se sont juste bourrés la gueule pour commencer. Donc effectivement, je pense que ça a été un travail un peu bordélique, pour le dire gentiment. Après, en fait, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le côté l'histoire d'amour est un peu foireuse. C'est dommage parce que quand ils sont adolescents, je trouve qu'elle est bien amenée, qu'il y a une espèce d'innocence et que du coup le côté très niais presque de Gilles Lelouch fonctionne bien. Que dès qu'on devient un peu adulte, en fait, on croit plus trop à François Civil qui serait resté amoureux en prison et qui serait resté complètement pieux, amoureux presque d'une figure religieuse que représenterait Adèle Exarchopoulos. Moi, j'ai un peu plus de mal à y croire, même si j'aime vraiment l'idée des histoires d'amour un peu grandiloquentes. J'ai aucun problème avec West Side Story et ce genre de choses, mais là, effectivement, ce qui me plaît le plus, c'est quand il est avec ses potes. En fait, c'est un film de garçon, il n'y a pas de problème à ça. C'est quand il est avec ses potes et qu'avec ses potes, ils font des bêtises et des blagues. Il y a des blagues extrêmement drôles écrites dans ce film. Le personnage de Jean-Pascal Zadi les porte très bien. Je trouve que c'est dommage, effectivement, d'avoir survendu une comédie romantique presque, qui est peut-être là où ça pêche le plus, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. En même temps, je suis d'accord, mais je trouve que le côté adolescent de leur histoire d'amour, c'est ce qui est le cœur du film. Et pour moi, c'est ce qu'il veut raconter. Et c'est-à-dire qu'il y a une espèce de foisonnement d'émotions extrêmes qui du coup sont en effet un peu frontales, un peu bébêtes. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cet amour-là n'évolue pas. C'est-à-dire qu'ils restent en fait complètement adolescents dans leurs réactions quand ils sont adultes. Et je trouve qu'il y a dans le projet du film un propos là-dessus. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça, pour le coup, on n'est pas tous d'accord. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté, justement, dans cet amour adolescent, cet amour ouf, justement, il est hyper incarné par les personnages, par leur évolution, qui est peut-être une non-évolution, mais en tout cas qui est pour moi le souffle du film. C'est-à-dire que quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont toujours aussi cons que quand ils avaient 17 ans. Et moi, je pense que c'est exactement ça qu'ils voulaient montrer. Et par ailleurs, ce côté très naïf et aussi il est complètement assumé dans l'esthétique du film qui est très roman de gare en fait, très tu feuillettes un magazine, t'as vraiment l'impression même d'avoir du papier glacé sous la main quoi, tellement il y a des énormes couchers de soleil absurdes. Enfin il y a un côté qui va à fond la caisse là-dessus et qui du coup va tellement à fond la caisse sur tous les niveaux, dans la violence et dans les sentiments amoureux complètement exacerbés qui du coup paraissent un peu bébêtes parfois, je suis d'accord, mais en tout cas cette adolescence-là, elle est pour moi au cœur de l'histoire. C'est un film qui déborde ? Ouais, certainement un peu. Moi, j'ai bien aimé aussi ce côté too much, mais moi, j'ai vraiment un problème avec la place du personnage de Jackie, donc qui est Mallory Vanek, puis Adèle Exarchopoulos dans à peu près tout le film, parce que je trouve quand ils sont ados, il y a plein de jolis moments, effectivement, genre leur première fois, c'est hyper beau comme ils filment ça, il y a des trucs super mignons, le braquage de Flamby et tout, mais en fait, ils s'intéressent qu'à lui et à ses petites magouilles et machin. Je suis pas tout à fait d'accord, moi je trouve qu'au début, en tout cas, je suis d'accord avec toi sur la deuxième partie du film, mais dans la première partie du film, je trouve que c'est vraiment, on le voit lui par ses yeux à elle beaucoup. Ouais, mais beaucoup elle, plus ce qu'elle que l'inverse. fait, c'est quand même l'attendre et être à peu près pleurer tout le temps parce qu'il fait des conneries, sachant que je pense qu'ils ont été chercher Mallory Vanek pour son personnage dans Les Pires où c'est une grande gueule machin. Et là vraiment, en fait, je trouve que l'histoire d'amour c'est celle entre elle et son père. Pour le coup, c'est trop beau les moments entre Alain Chabat et extraordinaire. Ah là là, extraordinaire. Ça vraiment, c'est le vrai amour ouf du film. C'est vraiment lui et sa fille. C'est super beau. Mais en fait, passer 1 heure du film pour construire cette histoire adolescente. Qui n'est pas construite du tout. Qui n'est pas construite. Ouais. Je veux dire, ça n'avance pas, quoi. C'est tout le temps un peu la même scène, c'est tout le temps un peu la même séquence qui raconte toujours la même chose. Ça s'improvise pas de faire un film d'un teen movie romantique un peu à la con. Il faut quand même essayer de construire du conflit, essayer de construire des trucs qui apparaît finalement assez peu en dehors de la fin de ce passage du film où justement on voit le personnage qui va devenir François Civil qui fait des conneries et qui commence à rentrer dans le banditisme. Les dialogues sont compliqués aussi. Les dialogues sont parfois compliqués, mais dans l'ensemble ça passe aussi parce que on l'a dit, mais je vais le répéter quand même. Le casting est complètement dingo. Oui. Qu'il y a, et le casting est XXL, je sais pas si. Alors moi, j'ai pas la liste sous les yeux. Moi, j'ai la liste. Adèle Exarchopoulos, Françoise Civil, donc Mallory Vanek, Malik Frika, Raphaël Quénard,
Alain Chabat, Vincent Lacoste, Élodie Bouchez, Benoît Poelvoorde, Jean-Pascal Zadi, Karim Leclou, Anthony Bajon. Enfin, tout le cinéma français. Tous les bons acteurs du Anthony cinéma Bajon français. qu'on met pour 10 minutes. Il a une scène à jouer. Enfin, et il est là, il est trop bien. Non, vraiment, pour le coup, il y a un super casting. Et du coup, c'est vrai que ces personnages qui sont en fait peut-être le truc le plus réussi, je trouve, dans le film. La construction de ces personnages qui fonctionnent tous sont hyper bien incarnés, avec ce qu'ils ont de glauquerie, avec ce qu'ils ont de badant, de médiocre. Même si parfois il y a des moments où ça va un petit peu too much, je pense notamment la fin de la relation entre Lacoste et Exarchopoulos, où ça va un peu loin, où ça va un peu loin parce que, et surtout moi j'y crois pas trop parce que justement tu vois ce personnage de Lacoste qui est un peu banal, un peu médiocre, que je trouvais un truc mise en scène intéressant là et du coup un peu exagère un peu, mais en dehors de ça, enfin il y a quand même beaucoup de bonnes idées, il y a quand même beaucoup de trucs bien faits. C'est juste dommage que sur pas mal de, pas de détails, mais sur pas mal de choix, il fait des trucs qui marchent pas bien et qui fait que le film, pour moi, se casse un peu la gueule. Maintenant, il faut quand même être honnête, c'est intéressant, c'est bien fait. Et il y a, enfin, non, justement, c'est pas très bien fait, mais c'est intéressant et il y a des trucs qui méritent le visionnage quand même. Pour les gens qui n'ont pas peur de regarder 2h40 de film et avoir des moments un peu de flottement. Mais bon. Mais c'est surtout une proposition assez étonnante dans le paysage du audiovisuel français. Bah, moi, je trouve qu'il assume beaucoup de choix esthétiques, de narration, de rythme, de genre aussi, parce que pour le coup, le film de gangster est hyper assumé et il y a une scène de braquage de fourgon dans un port de docker que moi j'ai jamais vu, donc je trouve ça très bien. Regarde le film de gangster, c'est un putain de film. Ouais. Oui, mais oui et non, parce que je trouve que le film de gangster se greffe le gangster. L'amour gangster. Ouais. Bon titre. Et je trouve que ça se greffe bien. En tout cas, moi j'étais pris par cette énergie qui en effet va dans tous les sens et parfois pas toujours dans le bon sens, mais j'ai assez peu ressenti, surtout après avoir lu ce qui est ressorti de Cannes en mode cette histoire d'amour toxique, blablabla, qui est valorisée. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça et je trouve au contraire que la distance qu'il a par rapport à ses personnages, elle est intéressante et l'énergie qu'il déploie pour faire le film, elle m'a convaincu. T'es un mec toxique en fait, c'est pour ça. Ça reste à prouver, mais oui. Tu dis qu'il assume tout, mais moi je trouve qu'il assume pas le principal, c'est genre l'histoire d'amour. À la fin, je suis pas d'accord, mais oui. Il va y avoir leur retrouvaille qu'on a attendu pendant 2h45. La scène, elle pourrait être belle. Le monologue de Adèle Exarchopoulos est super beau, elle joue hyper bien. Et il coupe sa scène avant genre le climax, quoi. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a comme un truc, comme s'il assumait pas, enfin comme s'il avait un peu peur, je sais pas, de cette histoire et qu'il assumait pas le côté amoureux. Il la coupe quand pour toi la scène ? Bah. Pour moi, il la coupe avant vraiment le. Parce que moi, il la coupe quand il commence à lui lire les 457 mots qu'il a dans sa poche. Mais t'as envie de voir la suite. Enfin, je sais pas. Mais moi, je vais voir se rouler des pelles. Et moi, je trouve ça bien qu'il la coupe. Ça dure 2h40, maintenant, elle veut que ça dure 3 heures. J'étais hyper frustrée et moi, je trouve que le côté un peu problématique de ce film, c'est qu'on est toujours à peu près dans les mêmes dynamiques de genre les mecs, ils cognent, machin, et puis elles attendent et elles pardonnent, genre des trucs quand même un peu impardonnables, qu'elles soient ados ou qu'elles soient adultes. Enfin, on est dans des dynamiques, je trouve qu'on a beaucoup vu et moi qui me lasse un peu. Bon, on vous mettra pas d'accord. Et c'est visiblement, non, c'est pas fille-garçon complètement ce clivage sur l'amour ouf qu'on vous encourage donc à aller découvrir en salle. Un autre réalisateur qui, pour le coup, ne met vraiment pas tout le monde d'accord, ni en France, ni autour de cette table, c'est Alain Guiraudy qui revient avec un film, paraît-il, son meilleur, Miséricorde. On écoute la bande-annonce. Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée ? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Je peux rester ? Ce soir ? Même quelques jours. Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a toujours la chambre de Vincent. Pourquoi tu restes ici ? Tu l'aimes bien, ma mère ? Ouais. Je vais faire une machine. Y a quelqu'un ? Bon, on se voyait un peu à l'époque. Miséricorde, c'est l'histoire de Jérémy qui revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Sur place, il s'installe chez Martine, la veuve de ce boulanger. Mais ce qui devait être un court séjour prend une tournure inattendue. Alban, c'est le nouveau film de Guiraudy. Guiraudy, c'est un cinéaste que tu apprécies. Que j'apprécie, ouais. Enfin, que j'ai beaucoup apprécié ses premiers films, tous les films avant L'Inconnu du Lac. Depuis L'Inconnu du Lac, je trouve que c'est un peu plus... Enfin, j'adhère moins à son cinéma. Il y a eu Resté vertical. Il y a 2 ans, il y a eu Viens, je t'emmène avec Noémie Lovski, qui était un peu en deçà aussi de ce qu'il avait pu faire avant. Et là, il revient avec ce film assez
singulier, assez particulier justement. Donc tu as dit l'histoire, le pitch en introduction. C'est avec un acteur que je connaissais pas, qui s'appelle Félix Kizil, qui interprète le personnage principal, et Catherine Fro, qui est une première dans le cinéma de Guiraudy, et surtout Jean-Baptiste Durand, qui est le réalisateur de Chien de la Casse, que moi c'est la première fois que je vois en tant qu'acteur, et je trouve que, pour le rôle en tout cas qui lui a été attribué, il est assez remarquable. En tout cas, ça colle vraiment bien au personnage. C'est un film vraiment étrange, vraiment singulier. Moi, il y a des fois où j'ai vraiment pas compris ce que là où Guiraudy voulait m'emmener. T'en sors à peine aussi du film. J'en sors, ouais. J'étais assez déconcerté. Je pense que c'est le mot qui convient le mieux à mon expérience de spectateur. C'est assez désarçonnant. C'est vraiment décontenançant. Et je sais pas vraiment quoi en penser. Il y a plein d'aspects positifs, mais je pense qu'on pourra y revenir après en laissant parler Félix avant. Mais voilà, moi, il y a quand même des choses que je veux sauver du film. Il y a des choses où je suis moins d'accord, notamment avec le scénario ou avec la manière dont l'histoire prend forme à partir de la seconde moitié du film. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à en tirer. Félix, toi, c'était une première approche du cinéma de Guiraudy, un réalisateur qui a la réputation d'être assez radical. Ouais, c'est vrai que c'est le premier film que je vois de lui, donc c'est visiblement son meilleur. Ça, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, mais très bien. Du coup, peut-être je vais regarder ses précédents films, en tout cas ses tout premiers, visiblement. Ouais, moi, j'ai pas compris non plus ce que j'ai vu. En fait, bon, je m'attendais à ce que ce soit horrible parce que j'avais vu la bande-annonce et que ça m'avait complètement déchauffé. Et clairement, il y a tous les partis pris d'un cinéma soi-disant radical qui sont là et qui m'énervent. Donc on va pas travailler l'image, on va faire les 3 mêmes plans. Claire Maton, elle est là juste pour allumer la caméra parce que visiblement travailler la lumière ça l'intéresse pas. Enfin bref. Arrête, il y a des plans super beaux quand ils sont dans la forêt, etc. Ah bah c'est beau parce qu'ils ont choisi de tourner en automne, mais je veux dire en soi je crois que c'est un peu les mêmes plans que tu vois Hamaguchi, que tous ces réalisateurs là où oui la nature c'est magnifique, mais une fois que t'es dans une pièce, bah d'un coup tu vois bon. Bref, mais soit ça à la limite on s'en fout, c'est pas très intéressant. Je trouve que surtout j'ai pas compris ce qu'il essaie de me dire en fait, et je trouve que c'est assez étrange parce que c'est quand même à la base, parce que on l'a pas dit, mais je pense qu'il va falloir c'est un peu dans la bande-annonce, il y a quand même une histoire un peu potentiellement de meurtre, il y a quelque chose d'assez sombre dans le film qui se passe, voilà, et ce truc là en fait disparition mystérieuse, nous dit le pitch. Très bien. On sait en fait au début du film comment ça va se passer et qui l'a tué, etc. Il y a pas vraiment de... Non, je pense qu'on peut le dire. C'est le personnage principal, voilà, qui le tue, et en fait moi je comprends rien à ce personnage, c'est-à-dire que je suis très très éloigné de ce gars-là parce que je comprends pas comment ça fonctionne dans sa tête. Mais moi c'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant pour le coup. Mais enfin du coup qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? En fait justement moi je m'attendais à surtout avec le titre du film Miséricorde sur le pardon, à essayer de comprendre ce personnage-là, à dire pourquoi il a fait ce geste-là. Il y a quand même souvent dans le cinéma de Guiraudy il est question d'homosexualité, notamment de retour du refoulé, etc. Surtout dans ce film-là, beaucoup moins dans les autres, mais là c'est vraiment des jeunes gens qui se retrouvent dans le village où ils ont grandi, où ils ont tous à peu près fait leur vie, dont le héros. On comprend à peu près qu'ils sont mariés ou qu'ils sont en couple avec des femmes, et quand ils se retrouvent entre hommes dans ce village-là, il y a une sorte de décharge ou de retour pulsionnel qui se passe, et soit ils se battent, soit ils ont envie de coucher ensemble. Il y a un truc assez touchant... ou les deux en même temps. Ou les deux en même temps. Il y a un truc assez touchant justement dans la manière qu'a Guiraudy de filmer ces personnages-là, cette homosexualité dans une France rurale qu'on voit pas. Je trouve que et c'est aussi une sexualité qui est pas du tout... qui est pas mis en scène, c'est pas érotique, c'est vraiment des corps qui se rencontrent, il y a pas de drague, il y a pas de charme. Ça, je trouve ça vraiment intéressant dans ce que propose Guiraudy. Et sur le personnage principal, pour revenir à ce que tu disais, moi j'ai trouvé assez intéressant qu'on s'attache absolument pas à lui, et que en fait le gars, on va pas le pardonner pour le geste qu'il a fait, et que finalement sa miséricorde et la manière dont il va être sauvé, c'est encore pour une sombre histoire de cul entre un prêtre et lui, quoi. Et en fait c'est ça que je trouve intéressant, et je trouve pas ça provoquant pour le coup non plus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cruel et d'assez pitoyable qui me plaît en fait dans ce film-là. Alors c'est pas provoquant, mais je trouve qu'il cherche quand même un petit peu à prendre, tu vois, pas les tabous familiaux, mais parce que toute l'histoire avec la mère, parce qu'il vraiment il a littéralement envie de se taper tout le monde, hein, la mère, je sais pas s'il a envie de se la taper ou s'il se la tape parce que la mère Catherine Fro. Meaning Catherine Fro. Voilà. Mais en fait, plus que d'être attaché à lui, moi c'est juste que je ne le comprends pas. C'est-à-dire que littéralement, je ne comprends pas ses affects justement à ces gens-là, si ce n'est pour essayer de laisser traîner cette espèce d'effectivement d'homosexualité un peu latente, tabou. Mais du coup, je trouve qu'il y a que ça, et elle en devient presque criante, même si je suis d'accord qu'il y a une certaine pudeur, etc., dans la manière dont c'est filmé, en tout cas dans les actions. En fait, j'ai l'impression que le but des scènes, c'est de me montrer ça, mais que derrière, on n'essaie pas de me raconter une histoire avec ça, on n'essaie pas de me raconter des personnages. Enfin, il y a un côté très thématique en fait, et qui me gêne. Et surtout que le film assez incarné.
Pas du tout, mais bon, je pense que c'est entre guillemets un peu voulu, c'est peut-être son style. Mais le problème, c'est que derrière, il essaie d'en faire un peu. Enfin, il y a beaucoup d'humour dans le film. C'est presque une comédie en fait, plus qu'un drame ou machin. C'est pas tout le temps drôle non plus, mais. Et alors, ça, clairement, plus de 70 ans, les bobos par exemple, ça a été mort de rire sur les blagues vis-à-vis du pastis. Moi, j'avoue que j'ai pas compris, mais bon, soit. Parce qu'ils boivent énormément de pastis, voilà, c'est drôle. Ouais, mais en fait, c'est un côté un peu. Tu sais, on va montrer. L'alcoolisme, c'est toujours marrant. On va représenter la France rurale et c'est ça qui va faire un peu marrer les gens. Enfin, je trouve qu'il y a une forme, en fait, mine de rien, de récupération de ce truc-là pour en faire une espèce de sujet et faire une espèce un style. Alors qu'en fait, il a rien vraiment à me dire, tu vois, de tout ça. Je trouve qu'il y a un peu une espèce de vacuité en fait dans ce film-là. Et surtout, dernier point qui moi personnellement m'a gêné, c'est-à-dire que t'as envie de faire une comédie très bien. Moi, à la limite, ça marche pas complètement. Il y a 2-3 scènes drôles avec les flics, je trouve, qui m'a sauvé un peu mon visionnage. Mais à côté de ça, il y a des moments, il y a des tirades de personnages et notamment une tirade avec le prêtre où le mec essaie de me raconter que le monde va mal. Ah oui, au bord de la falaise. Sérieux, non mais ça m'a horrible. Ça m'a mis KO aussi. Non mais. Voilà. Donc du coup, je trouve je comprends pas le film qu'il essaie de faire. J'ai l'impression que lui-même en fait saute d'un film à un autre. Enfin, il y a plein d'idées, mais il y a 2-3 idées qui répètent un peu en boucle parce que c'est toujours un peu quand même les mêmes scènes. C'est comme Gilles Lelouch en fait finalement. Tu peux le voir aussi. Enfin, moi en fait, quand je suis sorti, je me suis dit, je savais pas trop quoi en penser. En plus, je regarde le film, mais aussi, on peut aussi le prendre. Le personnage principal, qui est un peu le fil narratif du film. Le prendre pour un gros bâtard en fait et de vouloir venir dans ce village pour refoutre la merde et en fait c'est précisément ce qu'il fait. Mais il est presque pas assez bâtard du coup. Bah oui, mais c'est presque pas assez toxique. Enfin, il y a un truc, c'est plat. Enfin, je trouve que vraiment c'est un film qui est plat, tu vois, dans ce qu'il essaie de. Guy-Rodney n'est pas assez radical pour toi. Bah moi je trouve pas ça radical du tout, tu vois. Mais après les Hong Sang-soo et autres, je trouve pas ça non plus. C'est pas parce que tu utilises les 3 mêmes plans pour filmer tes actions que t'es radical. Mais il met en scène aussi des personnages et c'est aussi quelqu'un qui Guy Roddy, c'est aussi un romancier qui a écrit un roman récemment qui s'appelait Rabalaïr, qui se passe aussi dans ces zones-là qu'il aime bien filmer parce qu'il vient de là-bas, qu'il a aussi un fort accent du sud, etc. Et on assiste aussi à un personnage qui se balade dans la forêt, qui commet des meurtres, qui couche avec un prêtre, etc. J'ai l'impression qu'en fait il y avait un peu de ce roman-là dans ce film. Et moi c'est aussi ce qui me plaît d'être toujours vraiment en déséquilibre, d'être toujours dans l'ambiguïté, de savoir aussi, de m'interroger en fait moralement par rapport à ce que je regarde. Est-ce qu'il essaie de me provoquer, est-ce qu'il essaie de me montrer quelque chose pour me divertir, pour me faire rire. Je trouve qu'il y a un côté vraiment assez désarçonnant avec ce réalisateur qui moi en fait me pousse à continuer à voir ces films, même si vraiment, je le précise, les premiers films de Guy Roddy sont pas de cette veine-là. Il y a vraiment, c'est vraiment hilarant par exemple les premiers films de Guy Roddy. Okay, bah du coup ça me donne plus envie de les voir. Non, et moi surtout, et je finirai là-dessus, je trouve en plus, et malheureusement je vais dire ça parce que j'ai lu aussi ce matin ce qu'il a déclaré, je sais plus où, mais vis-à-vis de Noir Désir et de Quentin, je trouve qu'il y a un peu un propos bizarre dans le film de, en fait, les assassins, faut leur pardonner. Enfin, si tu cites ce qu'il a dit sur Noir Désir, il faut nous expliquer. Bah non, mais du coup, de ce que j'ai compris, il regrette que le traitement médiatique de Quentin est pour une connerie, voilà, déjà. Même si c'est une grosse connerie, c'est une connerie, effectivement, c'est bizarre comme manière c'est très étrange, voilà. Et bref, donc ces mots-là, je trouve, tu peux pas finir là-dessus. Ces mots-là, je trouve, résonnent vachement en fait avec le film, parce qu'il y a quand même tout un espèce de sous-texte autour justement de l'accompagnement, de cette espèce d'assassin. En fait, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bizarre. Alors, j'ai pas non plus envie de tout politiser, mais ça m'a mis un peu mal à l'aise, ça. Ouais, je trouve le pardon est dégueulasse, quoi. Mais enfin, je trouve justement que c'est ça aussi qui rend le film un peu. C'est pas un vrai pardon, c'est pas une vraie miséricorde, c'est je te pardonne parce que je suis amoureux de toi, tu vois. Parce que j'ai envie de coucher avec toi, mais c'est super bizarre. Mais ouais, c'est bizarre, mais c'est pas un truc où il faut pardonner les assassins. Non, je dis pas que le film dit ça, mais je dis juste que c'est un peu. Enfin, je trouve que c'est vite de finir sur ça, tu vois. C'est juste, je provoque pour provoquer, tu vois. Alright. Je crois que Rita veut intervenir depuis le Maroc. Rita, tu es avec nous ? J'aime beaucoup que ta phrase commence comme ça. Oui, je suis là. Bah, tu voulais pas nous dire quelque chose ? Nelson Montfort, quoi, vraiment, avec un délai de 5 secondes entre la question et la réponse. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'était sur l'émission de Medeva Bester sur France Inter, pour finir de citer, qu'il a dit ça sur Bertrand Cantat. Il a même demandé à diffuser une chanson de Noir Désir, et Medeva Bester lui a demandé pourquoi, et il a répondu ça. Merci Rita pour ces précisions. Bon, eh bien, cette miséricorde, Félix, je ne sais pas si tu l'accordes à Alain Guy-Roddy, mais peut-être que tu te pencheras sur le reste de sa filmographie guidée par notre expert et historien Alban. Non, mais mets pas ça là-dedans. Et on fait une pause entre nos 2 salves de débat. C'est l'heure du focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurette.
Ils Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors notre focus ce soir, il porte sur les cinéastes qui se confrontent aux plateformes, aux géants du streaming comme Netflix. On aborde ce focus à travers une série qui s'appelle Disclaimer. C'est la première série réalisée par Alfonso Cuarón, le grand cinéaste Alfonso Cuarón. Et c'est l'histoire de Catherine, qui est interprétée par Cate Blanchett, qui est une journaliste reconnue, réputée, et qui se reçoit un jour un manuscrit qui menace toute son existence, Alban. Tout à fait, effectivement, tu as très bien pitché cette série. C'est une série dont 2 seuls épisodes sont sortis pour l'instant. C'est disponible sur Apple TV, en France en tout cas. Et moi, c'est une série qui m'a plutôt plu, dans le sens où j'ai bien aimé la manière. Je sais qu'il va y avoir des hates derrière, mais j'ai bien aimé en fait. Tu es là pour défendre, tu es dans le camp du bien, de l'amour. Ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais je défends ce que j'ai regardé et j'ai passé un bon moment en regardant les 2 épisodes. La première raison, c'est que j'ai bien aimé aussi la manière dont Cuarón en fait a multiplié les voix off et les points de vue par rapport à sa série. En fait, j'ai l'impression que ça laisse présager quelque chose de chouette dans la continuité des épisodes. Oui, parce qu'il faut dire qu'on a effectivement un double point de vue en termes de voix off, puisqu'on a à la fois l'homme qui la poursuit avec ce manuscrit qui lui envoie et qui infiltre plus ou moins sa vie privée en rencontrant son mari, son fils, etc. Et on a aussi le manuscrit lu par Cate Blanchett, et donc on a alors non, c'est pas lu par Cate Blanchett, c'est lu par la femme du mari. Effectivement, c'est lu par la femme de cet homme-là. Effectivement, t'as raison, j'ai confondu les voix quand j'ai regardé l'épisode, mais t'as bien raison de préciser, c'est donc la femme de cet homme qui lui écrit et qui a rédigé le manuscrit. Yuri, tu partages ce plaisir de visionnage qu'a éprouvé Alban? Eh ben plutôt, moi, je qualifie ça de curiosité quand même. Alors il y a une curiosité qui coûte très cher, mais curiosité quand même, parce que en effet, c'est très très désarçonnant, et moi cette voix off au début m'a complètement rebuté, j'ai trouvé ça assez insupportable. Pour te dire, moi vous m'apprenez à l'instant que c'est pas la voix de Cate Blanchett, donc c'est dire à quel point j'étais complètement larguée. Et en même temps, j'ai bien aimé l'ambiance de la série, le côté un peu feutré, un peu bizarre, un peu en effet. En fait, j'attends de voir où ça va. Ouais, c'est ça. Et connaissant Cuarón, quand même, qui est un cinéaste qui a un peu fait ses preuves entre guillemets dans le cinéma plus classique. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. En fait, je ne peux pas me résoudre à croire que ce que je vois à l'écran dans les 2 premiers épisodes, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et c'est un peu cette promesse-là qui, moi, m'a intrigué. Mais en tout cas, ça rentre un peu dans un grand projet d'œuvre prestigieuse avec un grand cast, avec un grand réal qui va faire sa grande série, etc. Donc, on va voir. Est-ce que c'est un projet mégalopola ou pas? C'est une adaptation, on l'a pas dit, d'un roman un roman de gare, éponyme, voilà, de René Knight. Félix, ça t'a pas du tout convaincu, toi, ce disclaimer, et je suis pas sûre que tu poursuivras ta curiosité. Non, surtout que je sais la fin et que ça m'a encore plus dégoûté. Mais non, je trouve ça, comme le Guiraud dit, je trouve ça hyper plat. Je trouve qu'il se passe rien en fait. En vrai, je trouve ça mal écrit déjà, et ça c'est un problème. Mais c'est Cuarón qui a écrit les épisodes, et je pense que c'était un bon réal, et je pense que voilà, il faut pas qu'il écrive ces films. Et je trouve que surtout, il se parodie un peu à la mise en scène, quoi. Genre, il prend Lubeski, tu vois, à la photo, et en fait, et Delbonnel aussi. Et Delbonnel, il va te faire des grands angles avec de la lumière qui rentre dans l'objectif, machin, mais en fait je trouve que il y a pas le travail justement du dialogue, parce que c'est quand même essentiellement ça, il y a pas d'action, c'est quand même un cinéaste qui est quand même très habitué à la base à filmer l'action, et je trouve que je trouve qu'il met pas forcément en valeur ses comédiens, en valeur justement son texte, et surtout je trouve que tous ces procédés font un peu vieillot, les fermetures à l'iris, le côté hyper hystérique justement de l'amour de jeunesse, enfin tout ça fait très cliché. Alors peut-être que c'est fait exprès parce que c'est un roman et que tout l'enjeu va être de déconstruire ça après, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant ces partis pris de mise en scène et d'écriture m'ont pas du tout plu, et je suis pas du tout rentré dans la série et dans l'histoire du couple dont je me fous un peu. Mais t'as vu que 2 épisodes? J'ai vu que 2 épisodes. Il y avait que 2 épisodes qui sont sortis pour le moment. Et j'ai accès au Cuarón, dossier. pour les gens qui ne connaîtraient pas Cuarón, c'est le réalisateur de Ituma Matambien, de Harry Potter 3 d'ailleurs quand même. Absolument. De Gravity, des Fils de l'Homme quand même, qui est je pense probablement son plus grand film. Laurent, tu es stoïque. Ce disclaimer t'a fait un effet. J'ai le regard aussi vide que les 2 épisodes que j'ai regardés. Non, moi je me suis emmerdé de ouf en fait. Enfin, c'est l'enfer. C'est-à-dire que
Globalement, je trouve ça prétentieux en fait déjà. Moi je trouve qu'il y a un truc hyper prétentieux dans le fond, avec cette espèce de voix off qui parle à la deuxième personne, parce que tu vois, genre on fait des trucs à la deuxième personne pour se toucher. Je trouve que c'est quand même... C'est pas uniquement pour se toucher, ça dit quelque chose. Ah ouais, vas-y, tu peux m'expliquer ce que ça dit en disant des trucs intelligents dessus? Mais ça dit pas des trucs intelligents, mais en fait, vous avez même pas compris qui était le personnage qui parlait. Non, mais moi j'avais compris que c'était pas le personnage qui parlait. C'est moi qui ai pas compris, je suis a priori un peu teubé, ça arrive à mais pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai jeu sur les points de vue, bien sur sûr, l'interprétation des faits, sur la manière dont... Moi je trouve qu'en fait ça manque justement de choix et qu'au contraire ils auraient dû soit choisir Kevin Kline, qui à mon avis est le point de vue beaucoup plus intéressant. Kevin Kline qui interprète donc du coup cette espèce de maître corbeau en fait finalement. Qui nous dit que ça va pas arriver. Qui est le père de son fils qui est mort. Et en fait, il pense Kate Blanchett impliquée dans la mort de son fils. Et même voire coupable en fait, même carrément directement. En fait, et derrière ça, il y a cette espèce de comment dire, de motif qui devient, je trouve, pénible et un peu classique de ce couple richissime, hyper bourgeois qui s'effondre parce que leur histoire d'amour est quand même un peu foireuse. Et ça m'a fait penser à mince, j'ai oublié le truc avec Nicole Kidman la série avec Hugh Grant et Nicole Kidman, j'ai oublié le nom, on a revu quasiment la même histoire. On a revu quasiment Rita essaye de communiquer. Tu disais Rita? Non mais c'était The Undoing. Ah oui, The Undoing. Et il y a eu la même chose sur Netflix encore avec Perfect Couple. Voilà, Perfect Couple. Ça me fait chier. En fait, ça m'intéresse pas. Tout ça sent vachement le réchauffer, je suis d'accord. Et globalement, je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à regarder ça. Moi, je vais arrêter. Bon disclaimer, c'est une série à partir de laquelle on a réfléchi un focus autour des cinéastes face aux géants du streaming. Il y a beaucoup de réalisateurs qui se sont entre guillemets exilés sur les plateformes ou au contraire qui ont fait juste une courte incursion, on va dire. C'est la deuxième incursion d'Alfonso Cuarón après Roma. On a Fincher qui maintenant n'est plus que sur Netflix, que ce soit des séries comme Mindhunter ou des films le plus récent étant The Killer, Soderbergh, Scorsese. Yuri, est-ce qu'on peut considérer que les plateformes sont un horizon ou peut-être un petit refuge pour ces cinéastes? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles l'ont clairement été pendant un moment. Et tu parlais de Cuarón comme étant le premier à être parti sur Netflix. C'était un moment, un énorme événement de se dire que le mec qui avait fait Gravity, je crois 700 millions de dollars au box-office mondial, un énorme carton, allait faire son prochain film, un truc très très autorisant qui était un truc très autobiographique qui s'appelait Roma, sur Netflix, pour Netflix, parce que les studios étaient dans une logique déjà de refais-nous un Gravity 2 et lui voulait pas du tout faire ça. Et du coup c'est hyper intéressant la manière dont lui a été le premier à franchir le cap, ils ont gagné un Oscar et en fait c'était un peu une stratégie très start-up de légitimation de leur business, de leur dire regardez, nous on est des gens sérieux, on a Cuarón, on gagne des Oscars. Un produit d'appel pour les abonnés finalement. Un produit d'appel pour des abonnés qui en fait se disaient tiens, les films des réalisateurs oscarisés qui m'intéressent sont maintenant sur ces plateformes et petit à petit c'est devenu un mouroir. Et en fait c'est cette transition-là qui est intéressante. Est-ce que tu dis un mouroir parce que Scorsese est extrêmement âgé? Non, parce que les films disparaissent en fait. Il y a un côté où aujourd'hui tu as des Iñárritu ou des gens comme ça qui sont des grands réalisateurs, des grands cinéastes, ou des Catherine Bigelow, enfin des gens qui vont sur Netflix et on est quasiment sûr que leurs films vont disparaître du jour au lendemain. Fincher en est un exemple avec The Killer qui a fait 2 semaines dans le top 10 et puis aujourd'hui plus personne ne parle de The Killer alors que c'est plutôt un bon film. Moi encore, si. et précédemment avec Mank, qui est un film que je crois très peu de gens ont vu sur Netflix. Ouais, encore plus, bien sûr. Parce que c'était un film qui était très exigeant et c'est ça le tout paradoxe, c'est-à-dire que ça permet en même temps de voir certaines arlésiennes qui traînent depuis longtemps et en même temps si ces trucs-là n'ont pas existé, c'est peut-être pour une raison et c'est le manque de producteurs. En fait, je pense que le problème des plateformes, c'est que du coup t'as pas d'encadrement et l'encadrement peut être assez anxiogène et je pense que c'est pour ça que notamment typiquement Fincher il part sur Netflix, mais c'est pas mal en fait de pousser les réals dans leur retranchement et de toujours leur montrer qu'en fait le film va être vu par des gens, parce que je pense que c'est ça, quand ils font des trucs sur Netflix en fait ils se disent je fais mon truc et je fais mon truc pour moi. Iñárritu c'est complètement ça quoi. Mais c'est pour ça que typiquement je mettrais pas complètement Fincher et Saulnier dans le même panier, parce que je trouve que c'est quand même des gens qui ont une démarche même de mise en scène qui est assez différente. Tu mettrais, tu veux dire Fincher et Saulnier dans un panier à part des autres conventions? Un petit peu, parce qu'en fait je trouve leurs films quand même, et notamment si on prend The Killer, un peu plus regardable que Bardo d'Iñárritu qui est littéralement juste un trip, un ego trip absolu quoi. Et juste du coup pour mentionner effectivement Jérémy Saulnier qui est peut-être un cinéaste un peu moins connu que ceux qu'on a cités précédemment, c'est le réalisateur de Blue Ruin, de Green Room au cinéma, et il est arrivé sur Netflix avec
Hold the Dark. Il a fait plus récemment Rebel Ridge sur Netflix, dont on avait parlé à l'antenne. Donc il fait partie peut-être... C'était une reco de la perche. C'était tout à fait une reco de la perche. Et c'est un réalisateur peut-être un peu comme Bayona, Laurent. Alors on n'avait pas eu l'occasion d'en parler dans La Perche et dans le cadre, mais qui a fait Le Cercle des Neiges plus récemment. Des cinéastes un peu plus jeunes qui viennent aux plateformes. En fait, je pense qu'il y a deux manières de voir un peu le truc. C'est-à-dire que les plateformes, elles attirent des gros réals pour attirer des gens, comme produit d'appel, ça vous l'avez dit, avec une liberté totale, en disant genre viens Scorsese, tu veux faire un film de 4h30, ça s'appelle The Irishman, c'est de la merde, mais viens. Tu voulais probablement le faire depuis 35 ans et tout le monde t'avait dit non parce que c'était pas bien et du coup t'as voulu le faire. Mais tu vas pouvoir garder Robert De Niro et le DAG numériquement. Il y a un truc, je pense, en fait, qui est hyper attrayant pour les réalisateurs, et tu l'as dit, je pense que c'est un piège, en fait, que la créativité, elle vient bien souvent de la contrainte, et que quand on t'en met pas, tu fais un peu n'importe quoi. Ça existe dans le cinéma, manifestement, ça existe dans la musique, ça existe dans plein de trucs. Je pense que pour avoir de la bonne créativité, il faut avoir un peu de contrainte, parce que sinon on fait n'importe quoi. Mais il y a aussi ce deuxième élément quand même, qui est un peu des réalisateurs un peu up and coming, qui sont un peu genre quand même déjà un peu installés, mais montants. Tu parles de Saulnier, tu parles de Bayona. Moi, j'ai envie de citer Jesse Chandor, qu'on a perdu dans les limbes, alors que... Qui est parti sur les plateformes. Il a fait Triple Frontier. Il a fait Triple Frontier. Attention, il revient bientôt avec Kraven le chasseur. Ouais, alors là, vraiment, il est... Et c'est donc le réalisateur au départ de Margin Call aussi. De Margin Call et de A Most Violent Year et de All Is Lost, qui sont tous les trois des très bons films, voire vraiment d'excellents films. Et ils passent sur Netflix. Félix n'est pas d'accord, mais c'était pas le sujet. On s'en fout. On fera un jour un débat peut-être sur Margin Call. Je sais pas si tu as vu A Most Violent Year, mais je pense que tu trouverais ça mieux. Mais bref, toujours est-il que oui, on prend l'exemple de Jesse Chandor, il débarque un peu, et en fait ça donne cet effet un peu de DTV, c'est-à-dire que c'est genre on fait réaliser des anciens direct to vidéo. Maintenant les direct to vidéo, c'est sur les plateformes, et c'est réalisé par des mecs qui ont des Oscars. C'est réalisé par des mecs qui soit ont des Oscars, soit ont des vraies compétences, et ça donne parfois des trucs vraiment très étranges, tu vois, comme par exemple Triple Frontier de Jesse Chandor, je trouve ça flagrant. Qu'est-ce que ça fout là, pourquoi ce mec est parti là-dedans, faire ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire là. Et autant je trouve que Le Cercle des Neiges de Bayona, qui est un vrai bon film, et qu'on a eu la chance, Yuri, nous de voir au cinéma. Mais comme The Killer, qu'on a eu la chance de voir au cinéma, et qui, je pense, change complètement ta perception du truc. Qui mérite autre chose en fait qu'une simple sortie Netflix, d'une sortie DTV, quoi. Oui, moi je suis peut-être pas aussi dur avec certains réalisateurs ou réalisatrices qui se viennent sur le petit écran pour réaliser des films. Je trouve que parfois on assiste aussi à des films qui sont parfois peut-être un peu plus personnels ou qui auraient pas pu être produits ailleurs. Je pense notamment au film La Main de Dieu de Sorrentino, qui est un film par exemple qui parle de la mort de ses parents. Sorrentino, il peut produire des films pour le cinéma s'il veut. Mais celui-là, il va sur Netflix parce que personne voulait le faire. S'il y a ça aussi. Ou même, plus récemment, j'avais vu un film de Sofia Coppola sur Apple TV qui s'appelait On the Rocks, que j'avais trouvé assez touchant aussi sur ce genre de créneau-là. Et moi, je trouve que c'est des choses qui me plaisent et que je suis content, en fait, aussi de voir chez moi. Et je suis d'accord que peut-être que ces films-là mériteraient d'être au cinéma, mais il y a aussi un moyen pour ces gens-là, pour ces auteurs-là, de s'exprimer différemment qu'au cinéma. En fait, il y a c'est deux sujets différents, j'ai l'impression. Pour moi, il y a deux sujets là-dessus. C'est-à-dire que Netflix, c'est pas un truc très intéressant pour nous les Français, parce qu'on a les meilleures diffusions cinéma possibles quasiment d'Europe, voire du monde. On peut voir des films de partout, en particulier quand on habite à Paris. Quand on est aux États-Unis, par exemple, et qu'on vit dans l'Indiana, Anderson, à une centaine de kilomètres au nord d'Indianapolis, là où j'ai passé un été, il n'y a pas de cinéma, et les cinémas, ils passent que des gros blockbusters complètement cons. Tu veux voir du cinéma un tout petit peu plus pointu, tu veux voir des trucs avec des réalisateurs un peu plus poussés, c'est juste physiquement pas possible. Tu peux pas. Grâce à Netflix, tu peux. Et ça, je pense que ça a permis, et en allant chercher des réalisateurs comme ça un petit peu stylés, les frères Safdie, les mecs comme ça. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des frères Safdie, ça leur a donné pour le coup. Mais je me demande, c'est pas eux qui ont commencé d'ailleurs. Je me demande, c'est pas eux qui ont fait ça avant. Non, il y a Quaron avant. Okay. Mais j'allais dire, les Safdie, effectivement, ils avaient une audience quand même qui était extrêmement niche au cinéma. Et en fait, pour le coup, eux, ils ont explosé sur Netflix avec leur film avec Adam Sandler. Oui, qui était Uncut James, ouais. Mais qui était qui était encore dans une stratégie à l'époque où les plateformes cherchaient une forme de légitimation de la critique du public en sortant des films en salle. C'est-à-dire que Uncut James est sorti en salle et il a été un carton en salle par ailleurs.
Et a même été ressorti en IMAX récemment par A24 par exemple. Ouais, parce qu'il y a aussi une notion, et en tout cas moi je suis hyper d'accord avec toi Alban sur le fait que parfois t'as des curiosités, t'as des choses qui débarquent sur ces plateformes-là, mais j'ai l'impression qu'en tout cas pour beaucoup de cinéastes c'est aussi une espèce de forme d'aveu d'échec, de dire mais en fait est-ce que en tout cas moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils en parlent après coup pour certains, de dire mais est-ce que finalement ça valait la peine que je mette tous ces efforts dans ce film, certes très personnel, très bizarre, pour qu'en fait il soit vu par moins de gens que potentiellement si je l'avais sorti en salle. Il y a aussi cette réflexion-là de en effet, je me dis que ça peut toucher 190 millions de gens dans le monde, donc j'ai un pool de gens énorme que je peux toucher, et c'est ça qui attire aussi sur un film plus personnel, plus expérimental. Mais finalement, il y en a 10 000 qui vont le voir parce que en fait, les algorithmes et la logique algorithmique de ces plateformes ne les mettent pas du tout en valeur. Et même, en fait, je dirais que le truc principal de ça, c'est que le cinéma, globalement, les films, c'est fait pour être vu au cinéma. Un film, en principe, il est censé sortir au cinéma. C'est pour ça que les téléfilms, ça n'a jamais vraiment marché ni été très intéressant. C'est pour ça que les directs en vidéo, en général, c'est pas des films très intéressants. Que quand on sort des films seulement sur les plateformes, en fait, quand on est chez soi à regarder des trucs, Netflix a inventé le format parfait pour les gens qui veulent regarder des plateformes, c'est-à-dire binger comme des gros porcs de ces épisodes. Mais ils appellent ça avoir une second screen, c'est-à-dire que maintenant ils pensent même leur film pour que tu puisses être sur ton portable en même temps et que tu aies quand même toutes les infos. Mais alors ça, je trouve ça un petit peu déprimant, mais en fait, et c'est probablement aussi ce qui joue sur la qualité des trucs qu'ils présentent, hein, enfin, très concrètement, mais la question du format, elle est quand même un peu essentielle, c'est-à-dire que montrer des films de grands réalisateurs sur des plateformes, c'est se tromper à mon sens. C'est-à-dire que les films de grands réalisateurs, ils sont faits pour être vus au cinéma parce que c'est ça qu'ils savent faire et que c'est pas le même métier de produire des trucs pour des plateformes qui va être sur des formats qui vont être fondamentalement différents. On va regarder des séries plus longues, on va pouvoir passer plus de temps, on va pouvoir découper de manière différente, etc. Non mais justement, alors tu dis des films de grands réalisateurs. Alors Alban mentionnait effectivement que ça peut être des petits films de grands réalisateurs, ce qui en fait pas forcément des moins bons films, mais effectivement qui peuvent être pensés pour un différent type de diffusion. Là en l'occurrence, disclaimer, c'est une série. C'est un réalisateur, donc Cuarón, qui arrive à la série, et la série pour le coup c'est son domaine, c'est le petit écran. Oui. Et il dit que c'est un film de 10 heures. Je sais. Escroquerie. Effectivement, escroquerie, parce que je trouve que pour le coup c'est pas construit enfin en tout cas les 2 premiers épisodes qu'on a vus ne sont pas construits comme un début de film de 10 heures, mais c'est effectivement ce que j'ai vu qu'il disait. Il y a des cinéastes comme ça, et je pensais à Fincher, on parlait de Mindhunter, il y a plusieurs cinéastes de cinéma qui s'attaquent au format de la série, qui pour le coup a ce format de petit écran. Et je me demandais si finalement aujourd'hui on a l'impression que c'est une prison ou un mouroir, on dit souvent que Fincher il ressortira jamais de Netflix, ou un mouroir pour des cinéastes en fin de carrière, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme il y ait quelque chose de beaucoup plus fluide en fait entre les streamers et le cinéma, et des cinéastes finalement on n'ait pas l'impression qu'ils s'exilent sur une planète lointaine quand ils partent sur les streamings, et que les deux coexistent? Alors, à mon avis, pour ça, il faudrait une manière de gérer la chronologie des médias qui est bien très différente. Qui existe un peu aux États-Unis, hein, quand même. Complètement. On peut avoir des films qui sortent plus ou moins en même temps. Et encore une fois, qui a du sens sur des films de réalisateurs un peu plus planqués, parce que on va le sortir dans quelques salles à Los Angeles, à New York, et peut-être une à Chicago pour la blague. Mais derrière, si on veut le montrer à des gens qui aiment le cinéma, plutôt que de faire des sorties coûteuses, on va les sortir sur des plateformes directes. Et en fait, pourquoi pas ? C'est-à-dire que je peux admettre ça, mais j'ai du mal à comprendre qu'on ne cherche pas à se confronter à la salle quand on fait des films qui méritent ce titre-là, quoi. Et juste en 2 mots, la chronologie des médias pour nos auditeurs qui ne travailleraient pas dans ce domaine. Alors, la chronologie des médias, en France en particulier, c'est un système dans lequel, quand on fait un film qui sort au cinéma, on n'a pas le droit de le sortir à la télé ou sur des plateformes ou en VOD tout de suite. Il y a des fenêtres de temps, des délais. Ça a été fait pour protéger le cinéma. Au moment où la télé est sortie, notamment, on pourrait faire des émissions spéciales de 2 heures dessus. Non, mais c'était très clair et concis, je pense, pour des auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est. Moi, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour dire qu'en fait, c'est Bong Joon-ho le premier qui a fait un film sur Netflix. Okja, oui, c'est vrai. Et l'autre, Snowpiercer. Non, pardon, qui était à Cannes aussi la même année que Okja. Le mari de Greta Gerwig, Rita, j'ai besoin de toi. Noah Baumbach. The Meyerowitz Stories. Oui, absolument. Et alors, petit fun fact, moi j'étais à Cannes cette année-là pour voir à la fois The Meyerowitz Stories et Okja, et dans les 2 cas, quand le logo Netflix est apparu, tout le monde huait. Tout le monde a hué dans la salle.
Mais justement, je trouve que Bong Joon-ho c'est un bon exemple parce qu'il est un peu tout terrain. Il arrive à faire des films aux États-Unis, chez lui, sur Netflix, machin. Il est super. Il vaut mieux qu'il les fasse chez lui quand même. Oui, il vaut mieux. Bon, on n'a pas encore vu son dernier film, mais non. En fait, moi, je pense que les deux systèmes sont, à mon avis, irréconciliables. Même si je crois que Netflix, ils sont plus dans un objectif de concurrence du cinéma, mais plus de concurrence, genre des jeux vidéo et des trucs comme ça. Ah ouais, ils sont là pour se battre pour ton temps d'attention. Ouais. Et donc du coup, je vois mal comment l'écosystème, TikTok, disent-ils. comment l'écosystème va et Fortnite, je crois. Ouais. À l'époque, comment l'écosystème va vraiment s'assembler pour faire un truc assez vertueux où il pourrait y avoir des cinéastes qui font des petits projets pour machin et revenir en salle. Non, moi je trouve que surtout ça démontre, au lieu de parler de Netflix, à quel point le système hollywoodien est horrible et en fait à quel point on n'arrive pas à faire de films qui sont autre chose que des bagnoles qui explosent, quoi, grosso modo. Et ben en fait, et qui en plus polarise, c'est-à-dire que le système des plateformes a rendu tout le monde plus frileux en face, qui ne font donc plus que des suites et des IP. Et enfin, il y a un côté où du coup des IP, des adaptations. Ouais, et du coup, au lieu de se dire, ok, c'est en fait, au lieu de sortir par le haut d'une crise, ils se retranchent sur des positions qui sont intenables et qui en fait créent ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Donc je vois presque plus plutôt des réalisateurs revenir à des projets qui soient beaucoup moins coûteux et peut-être être produits par des Neon, des A24, des machins. Et d'ailleurs, ça, qui sont des petites boîtes de distribution de production américaine. Tout à fait. Plus que, enfin, je vois pas trop comment il y a une issue positive à tout ça. Il y a tout un cinéma qui existe que grâce à ce genre de. Bien sûr, oui. Mais qui est assez montant. Boîte, hein. Si j'étais Césolier, par exemple, moi j'essaierais de repartir un peu dans cette voie-là. Il y a toujours un nouvel Hollywood qui arrive à un moment ou un autre. Il y a toujours une nouvelle vague. On espère. Et bah écoute, c'est très bien. J'allais dire que c'était extrêmement déprimant ce qu'on avait dit, mais vous terminez sur une note positive. On attend ce nouvel Hollywood via les petites sociétés de distribution indépendantes américaines. On repart dans nos débats et on écoute tout de suite la bande-annonce de Nikki. C'est le biopic évidemment de Nikki de Saint-Phal, réalisé par Céline Sallette. Et pourquoi s'arrêter de peindre sur cette partie? Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails. Je veux faire ma création à moi. Tu dois aller vers là. Manon, je disais que Nikki, c'était le biopic de Nikki de Saint-Phal par Céline Sallette. C'est pas tout à fait vrai, puisque c'est l'histoire de Nikki de Saint-Phal avant qu'elle soit Nikki de Saint-Phal, finalement. Oui, c'est l'histoire. En fait, ça porte bien son titre. C'est l'histoire de Nikki et comment elle devient Nikki de Saint-Phal. Et tout ça nous est expliqué via son histoire intime et les traumatismes qu'elle a subis et qu'elle a mis dans son art et qui ont fait que c'est devenu cette artiste-là. Mais qui est Nikki de Saint-Phal ? C'est une artiste plasticienne absolument célèbre, qui a fait notamment les nanas et qui a fait toutes les statues autour de Beaubourg. Voilà. Félix, c'est le premier long métrage de Céline Sallette, qui est donc au départ une comédienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa réalisation, de sa patte de néo-réalisatrice ? C'est une question piège. C'est complètement une question piège. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que c'est pas encore ça, qu'il faut travailler, que c'est bien de faire des courts-métrages avant de faire des films. Non, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à sauver. Moi, j'avoue que j'ai été très très déçu parce que je trouve que c'est un personnage qui est assez fascinant. J'adore Charlotte Lebon et je trouve que elle s'en sort bien, même si on lui demande un peu de grimacer et d'en faire un peu trop, à mon sens. Parce que Nikki de Saint-Phal a des problèmes psychologiques et je les trouve pas illustrés avec une grande subtilité. Mais surtout, en fait, pour revenir à sa mise en scène, je trouve que c'est assez plat. En fait, on est quand même très vite dans de la caméra à épaule, machin. Dès qu'on veut faire un peu des effets, forcément, split screen. C'est vraiment, je sais pas, la boîte à outils du réalisateur français un peu lambda qui essaye de faire des trucs, mais qui, en fait, a pas beaucoup de personnalité et d'inspiration. Et surtout, en fait, je trouve qu'en termes de structure, il y a un truc qui va pas du tout. C'est que elle choisit de faire des ellipses de manière en fait assez rupturée et de manière volontaire. Je pense que c'est une volonté parce que Nikki de Saint-Phal, elle est un peu comme ça quand elle crée et je pense qu'elle s'identifie un peu au personnage. Elle essaie de faire un film qui ressemblerait à un film fait par Nikki de Saint-Phal, sauf que t'essaies de me raconter son histoire. Donc du coup, moi j'ai quand même besoin d'avoir des informations et que quand tu me passes 1 heure de ton film à me raconter sa famille et que d'un coup elle disparaît littéralement jusqu'à la fin du film, pour moi c'est un problème parce que du coup il y a une information que je n'ai pas. Et voilà, je trouve qu'en plus, du coup, ça résume très vite le personnage à un peu des stéréotypes. Un trauma initial. À des clichés qui sont pas hyper intéressants. Et je pense que c'est une femme qui est beaucoup plus ambiguë et intéressante que ce qui est dépeint dans le film. Manon, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce biopic ? Est-ce que c'est la figure féminine de Nikki ?
Pas tant que ça. Moi, ce qui m'a plu... alors, je pense que avec ma détestation globale des biopics, je pense que je fais un espèce de nivellement par le bas, certainement un peu. Mais moi, ce qui m'a plu quand même, c'est que je trouve que quand même on sent la sincérité de Céline Sallette envers son sujet. Enfin, souvent, je trouve que dans les biopics, il y a vraiment une absence de sincérité et d'intérêt pour le sujet qui est quand même souvent assez évidente. Et là, voilà, on sent quand même qu'elle est vraiment... il y a plein de maladresses, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté opportuniste qu'on retrouve souvent dans quand même plein de biopics. Moi, au début, alors en fait, ce qui est à dire dans ce film, c'est qu'on ne voit jamais les œuvres de Niki de Saint-Phal. C'est un parti pris, elles sont toujours hors champ, on la voit peindre, mais on est de l'autre côté, voilà. Donc on voit le derrière de la toile systématiquement. Et c'est parce qu'elle n'a pas eu l'autorisation. C'est pas tant un parti pris, c'est plutôt une contrainte parce qu'elle n'a pas les droits. Enfin, personne n'a jamais eu les droits pour représenter les œuvres de Niki de Saint-Phal à l'écran. Et donc voilà. Et moi, je trouve que quand même, elle en tire quand même plutôt pas mal son parti de cette contrainte. Parce que ça fait que vraiment pour une fois, enfin je sais pas comment trop exprimer ça, mais pour une fois vraiment la personne au centre de ce biopic est le vrai sujet. Enfin on est tout le temps en fait. C'est comme personnage et pas l'artiste. Exactement. Et on est comme toujours un peu du point de vue des œuvres et moi je trouve que ça crée quand même un point de vue intéressant. C'est-à-dire que je trouve que le problème, c'est que, moi je suis d'accord, au début je pensais que c'était un vrai parti pris, et tu m'apprends que c'est pas un parti pris, mais du coup je revois le film sous un autre angle. Et j'aurais trouvé ça intéressant si toutes ces scènes ne tournaient pas autour des œuvres. Et je trouve que en fait, mine de rien, tout tourne autour de ça, ou alors de ces traumas ou de ces machins. Et du coup, t'as très envie de les voir, comme les gens passent leur temps à parler justement, tu vois, de ces œuvres-là. Et moi, c'est ça qui m'a un peu... C'est-à-dire que quitte à décentre vraiment et parle d'autre chose. Là, du coup, je pense qu'il aurait fallu réadapter le scénario si du coup les droits sont pas tombés, pour essayer de fluidifier un peu, parce que moi en tant que spectateur ça m'a juste provoqué de la frustration de pas comprendre pourquoi cette femme est un génie, parce que tout le monde parle de ces œuvres là et que moi je les vois. Oui, mais après je pense qu'elle part du principe que les œuvres de Niki de Saint-Phal on les connaît quand même, c'est plus connu, et je pense qu'elle avait pas envie forcément le spectateur, je pense, aurait jugé parce qu'elle a quand même une œuvre qui est assez radicale. Je pense que le spectateur aurait peut-être jugé ses œuvres et c'est peut-être pas ce qu'elle voulait, tu vois, dans son film. Et moi je trouve quand même que son parcours intime, alors elle subit un traumatisme, je sais pas si on peut le spoiler. Je pense qu'on peut le dire, c'est très tôt dans le film et de toute façon, je pense qu'on peut le lire dans son Wikipédia. Elle a été violée par son père. Moi, c'est pas ce qui m'a intéressé dans le film. Malheureusement, c'est quand même l'élément fondateur de sa vie et qui fait qu'elle est devenue aussi cette artiste-là. Mais je trouve quand même que le parcours intime de Niki de Saint-Phal se mêle quand même plutôt bien avec son parcours artistique. Et je trouve qu'on n'a pas deux linéarités comme ça distinctes et que les deux s'entremêlent plutôt bien. Moi, de ce point de vue-là, j'ai quand même trouvé ça plutôt réussi. Je trouve que Charlotte Lebon est vraiment fantastique au-delà de la ressemblance physique et même elle est artiste aussi, Charlotte Lebon, et je pense qu'il y a des ressemblances entre les deux personnages au-delà du simple physique. Je la trouve vraiment fantastique et on sent même que la réalisatrice elle a une fascination pour elle et qu'elle la filme presque un peu, enfin tu sens qu'elle est fascinée par son visage, j'en sais rien, je trouve qu'elle la filme vraiment comme comme une œuvre quoi. Enfin, moi j'ai regardé on est beaucoup sur Charlotte Lebon, effectivement en très gros plan sur son visage. Ouais. Mais moi ça m'a pas dérangé, j'ai presque regardé ce film un peu comme je regarderais une œuvre et ouais non moi j'ai aimé. Et le dernier truc qui m'a gêné, c'est que je trouve que c'est, enfin de ce que j'ai compris du coup de Niki Saint-Phal, c'est quand même quelqu'un qui a envie de faire exploser les codes et qui est assez révolutionnaire. Et en fait, je trouve qu'on aboutit un peu sur pas un drame bourgeois, mais je veux dire les séquences dans l'atelier avec que des acteurs qui parlent comme dans les films de Christophe Honoré et Quentin Dolmer qui débarque au milieu. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de truc de bourgeoisie, mais qui est jamais vraiment petite imitation peut-être Yuri. Attention, tu vas le convoquer. T'es fâché, Félix, ce soir. Hein. Non, j'ai vu des films qui. Si tu dis 3 fois son nom, il arrive. Je trouve qu'en fait à aucun moment justement la mise en scène m'indique un regard critique par rapport à ce milieu. Je trouve qu'au contraire en fait il y a une complaisance là-dedans et du coup je trouve que c'est pas du tout cohérent avec le personnage justement. Ouais, je suis d'accord. En fait au final quand même ça reste quand même un récit d'émancipation assez classique, je te l'accorde. Bon, eh bien, à défaut, vous pouvez aller voir effectivement le film Niki pour vous faire un avis. À défaut de le voir, peut-être découvrir toutes les œuvres de Niki de Saint-Phal, parce que pour le coup, ça vaut vraiment le coup. On va maintenant s'intéresser à un film d'animation DreamWorks, un film jeunesse.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, c'est l'histoire de l'unité Rosum 7134, plutôt Rose, qui après un naufrage se retrouve sur une île déserte et prend sous son aile un petit oisillon, un petit bébé oie, je crois qu'on dit un oison, Félix. Je te l'apprends Tu me l'apprends parce que je crois que c'est pas dit dans le film. Bah, ça se dit un oison, je crois, un bébé oie pour votre culture générale. Et en anglais, c'est Gosling, comme Ryan comme Gosling. Ryan Gosling. Ouais, voilà. Moi, j'ai juste retenu ça. Ryan bébé oie. Tant mieux. Ouais, tout à fait. Et franchement, c'est un film qui cartonne aux États-Unis et à l'inter, et bon, qui marchouille chez nous et qui va éviter, enfin, comme a dit Yuri, pendant le box-office, qui va à mon avis bien marcher avec les vacances. J'ai trouvé ça très sympathique. Je trouve que c'est un peu le retour de DreamWorks à un récit qui c'est un de mes points entre guillemets négatifs. Je le trouve assez classique. J'ai l'impression qu'on a déjà un peu vu tout le parcours du personnage et toutes les thématiques autour de la maternité, de ce que c'est d'avoir un enfant, de le laisser partir, machin. En fait, en vrai, enfin, il y a un peu de Toy Story là-dedans. Enfin bref, je pense qu'il y a plein de films d'animation qui tournent autour de ça. Néanmoins, je trouve que c'est un film qui a beaucoup de cœur déjà dans la réal. Je trouve que la réal, elle est super pour mettre en scène l'action, pour filmer la nature. C'est-à-dire que vraiment, je trouve qu'il y a un vrai plaisir et un vrai travail graphique où on mélange énormément de styles, mais pas en mode Spider-Verse, hein. C'est juste c'est des mélanges de textures, des fois il y a un peu de 2D, il y a un peu de 3D, mais en gros c'est de l'animation 3D mais qui est texturée comme si c'était peint avec du pastel en fait. Ouais, exactement. Donc ils reprennent, et je pense. c'est Chris Sander, le réalisateur, à qui on doit ça. C'est ça. Et bon, ils reprennent un peu, je pense, la philosophie de Spider-Verse qui a un peu changé quand même, mine de rien, l'animation. Qui s'appelle du cel shading et qu'ils avaient déjà utilisé pour le Chapeauté 2. C'était déjà cette technologie-là. Complètement, tout à fait. Et oui, c'est vrai que j'avais pas fait cette le esthétique-là plutôt qu'une technologie d'ailleurs. Et en fait, donc ça, je trouve ça vraiment super cool et je trouve que c'est vraiment très intéressant, utilisé pour filmer la nature. Vraiment, je trouve que ça marche très très bien et qu'il y a quelque chose de très organique. Je trouve que le film est assez bien écrit aussi, c'est super drôle et en même temps assez dark, assez mordant par moments. Il y a des animaux qui meurent à l'appel quand même. Ouais, et donc ça, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Donc moi, je vous encourage à aller voir ça. J'ai passé un très bon moment devant. Qui l'eût cru qu'il fallait un petit film jeunesse pour réveiller le petit cœur de Félix. Rita, ce Robot Sauvage, toi aussi, ça a fait boum boum dans ton petit cœur? Je sais pas si cette phrase est française. Bah écoute, franchement, totalement, je trouve que c'est un film absolument réussi. Alors, je suis d'accord qu'on voit beaucoup les références. Il y a évidemment Wall-E, mais il y a aussi Flow qui sort bientôt en France, qui est un autre film d'animation un peu post-apocalyptique où il y a eu une montée des eaux, parce qu'on le voit là en filigrane dans le Robot Sauvage. J'ai complètement chialé parce qu'une oie apprend à voler. Je m'y attendais pas. Je trouve que c'est Vous avez parlé déjà de la mise en scène, mais pour moi, l'écriture, en fait, Félix, je suis d'accord que c'est un peu prévisible parfois, mais ça reste un film pour les enfants, honnêtement. Mais il y a une partie, surtout dans le début, avant que ça revienne sur des rails, où j'ai été extrêmement surprise de voir les côtés un peu plus dark, comme vous le disiez. Tout le début est super. Film, et puis surtout de voir en fait, la question de la maternité, au début, ça m'a presque énervé de la dame qui dit « Ah, je veux pas être maman », et puis en fait, elle est maman, et puis après, en fait, non, mais c'est un robot, qu'est-ce que tu racontes, on va pas apposer ce genre de code dessus. Mais je trouve que c'est un film qui a vraiment fait me poser ce genre de questions au départ. Certes, après, ça redevient plus traditionnel, mais j'étais extrêmement émue, je trouve ça sublime esthétiquement, beaucoup plus que Le Chapeauté 2, que j'avais quand même beaucoup aimé, mais c'était un film pour ma TikTok, dans le sens où c'était fait pour les gens qui ont plus de temps d'attention, moi compris, hein. Mais là, c'est déjà moins le cas avec le Robot Sauvage. C'est un film qui prend son temps un peu trop. 1h45, c'est peut-être un peu trop pour un film du genre. Mais écoutez, j'ai trouvé ça assez sublime et je vous recommande de même 1000% d'aller le voir. Félix, c'était quoi ce geste? Et pour dire que ça y allait quand même assez vite? Ouais, moi je trouve que bon, même si effectivement il y a des moments où ça prend un peu son temps, je trouve que les péripéties s'enchaînent vachement et qu'on n'a pas beaucoup de temps de respirer. Oui, alors moi je vous rejoins globalement. Je suis un peu moi déçu par le scénario à la fin. Je trouve que le dernier tiers, en fait à partir du moment où ils vont dans le monde des humains, moi je trouve que ça se casse un peu la gueule et c'est moins intéressant. Parce que j'aurais adoré que le film soit complètement contenu sur cette île avec ces animaux. Au début, quand le film commence et que je me dis tout ça est faussement dessiné à la main, je me dis ça va pas me plaire. Et en fait, il y a un parti pris là-dedans qui est génial, c'est que le robot au début il est tout lisse. En fait, le robot il sort d'un Pixar. Il est tout beau, tout lisse, etc. Et tous les animaux sont un peu cracra, un peu dessinés à la main et avec des couleurs pastel. Et plus le film va avancer, plus le robot va lui-même en fait se fondre dans la nature. Et il y a comme ça
truc prodigieux en termes de mise en scène qui se passe à l'écran. Chris Sanders, c'est le co-réalisateur aussi de Dragon, de la trilogie Dragon, ou juste des 2 premiers, avec Dean DeBlois, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a déjà œuvré pour des grands films d'animation DreamWorks, et pour moi c'est un peu intéressant parce que, en tout cas je me suis fait cette comparaison en regardant le film, c'est que Pixar pour moi c'est un peu... si on prend un peu Pixar et DreamWorks en termes de studio d'animation, c'est un peu comme le cinéma de Chaplin et de Buster Keaton, quoi. C'est-à-dire que d'un côté t'as les mecs qui vont à coup sûr, de manière efficace et chercher la perfection de l'émotion, de quelque chose de vraiment... de t'émouvoir à chaque fois avec des bricoles. C'est Pixar. Et de l'autre côté, je trouve qu'il y a des gens... pour moi, les studios DreamWorks, et Dragon en fait partie, et ce film-là en fait partie, vont tenter des trucs esthétiquement que Pixar n'a pas tenté depuis des années. Et je trouve qu'ils vont faire des pas de côté, faire des choses, avoir des notions de mise en scène, vraiment de cadrage que Pixar n'a plus depuis des années, que moi je trouve assez extraordinaire, et qui du coup va expérimenter avec la technique, expérimenter avec énormément de choses, avec justement, t'en as parlé, mais différents styles de dessin au sein du même plan qui vont venir fusionner, qui vont venir raconter autre chose. Et je trouve qu'il y a une vraie plus-value, en tout cas de faire avancer l'animation, de faire avancer le vocabulaire du cinéma d'animation dans Le Robot Sauvage que dans les 16 derniers Pixar, quoi. Et ben on vous recommande absolument d'aller voir Le Robot Sauvage, que vous ayez 7 ou 77 ans, évidemment. C'est tout de suite l'heure des recos de la perche. On a un petit jingle pour ça. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Les recos de la perche, ce sont donc des critiques et séries en 2 mots. Laurent, toi, tu es allé voir Lee Miller, le biopic avec Kate Winslet. Le biopic pour les vieux, ça me correspond assez bien. Et j'ai été assez agréablement surpris en fait par ce film qui raconte donc l'histoire de Lee Miller, qui est une photographe, qui est, je crois, la seule photographe féminine à avoir pris des photos de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la campagne de France. Je crois que c'est même plus que ça, c'est la première photoreporter féminine. Ah ouais, carrément. Photographe de guerre féminine, c'est assez sûr. Et elle a pris des photos qui ont fini par faire le tour du monde et qui sont assez exceptionnelles, alors qu'elle a été un peu oubliée à son époque, et on l'a redécouvert en fait un peu après. Et ça raconte comment en fait c'est à la fois cette redécouverte, à la fois ce qui lui est arrivé autour de ce personnage qui est vraiment intéressant. C'est un film de guerre en fait assez académique, assez classique. Il n'y a pas de grand tremblement à attendre de ça. Je trouve qu'il y a un vrai choix intéressant de prendre ce pas de côté par le photographe de guerre justement, et pas seulement par les soldats. On va pas aller chercher les grandes scènes de guerre comme dans un Il faut se lever le feu de Ryan, mais essayer de montrer la guerre par les gens qui l'ont subie et par son résultat, plus que vraiment par des scènes, par des grandes scènes de bataille. Et je trouve qu'il y a un vrai choix de ce point de vue-là qui est intéressant, et en plus de ce personnage qui est assez marrant parce que c'est une femme très libre et que pour l'époque c'est inhabituel, il y a ce point de vue-là qui est, je trouve, malin et réussi. Le tout est porté quand même par un casting qui est assez impressionnant. Donc il y a Kate Winslet, Alexander Skarsgård, Andy Samberg, Marion Cotillard, Josh O'Connor, Noémie Merlan, Patrick Mills, Zita Enroth, tout simplement. Et je trouve que c'est un film qui passe relativement inaperçu finalement pour un tel casting et pour un tel sujet. Alors il est 3e au box-office. Il est quand même 3e au box-office. C'est, à mon avis, une place relativement méritée parce que c'est un film de bonne facture en fait, qui a rien d'extraordinaire mais qui est assez sympa, avec un sujet plutôt bien fait. Le seul vrai défaut, je trouve, du film, c'est que Kate Winslet, elle a 50 ans, elle joue une femme qui est censée en avoir 35. Alors heureusement, elle ressemble à un être humain parce qu'elle est quand même pas retapée de A à Z, et c'est une super actrice, elle est géniale. C'est la meilleure. Mais le problème, c'est que ça, je trouve, oui, c'est la meilleure globalement, mais ça pose des problèmes dans la perception qu'on a du personnage, parce qu'on comprend finalement assez tard. Moi, pendant tout le film, j'ai cru qu'elle avait 45 ans, et voire même plus, que c'était un peu la daronne, alors qu'en fait, elle est censée avoir le même âge que Zita Enroth et que Noémie Merlan. Et ça... Enroth, tu vois ? Quoi ? On dit Enro ? Oui, ok, tu parles de Zita Enro. Enro, H-E-N-R-O-T. Alors, bon, pardon, parce que pour moi, c'est un nom israélien, mais je me trompe peut-être. Et donc, du coup, voilà, il y a un truc qui fonctionne pas bien parce que ça change un peu la perception qu'on a du personnage, parce qu'on a un peu l'impression que c'est une daronne avec son espèce d'aéropage de personnes plus jeunes. En vrai, en dehors de ça, je trouve le film assez sympathique et franchement plutôt bien fait. Donc, pour moi, c'est une reco de la perche. C'est une reco de la perche, mais c'est pas en 2 mots. Manon, toi, tu sais une contre-reco de la perche pour Barbès Little Algérie.
Ouais, c'est le premier film de Hassan Guerrar qui est, pour les gens du petit milieu, un attaché de presse très influent et très connu qui bosse un peu comme les agents un peu à l'américaine, mais qui a vraiment qui collabore avec des cinéastes et des acteurs très connus et qui les façonne un peu depuis des années. Et il est donc passé à la réalisation. Et en fait, je pense que c'est vaguement autobiographique, mais je pense qu'il aurait fallu faire un pur film sur sa vie, parce que j'ai lu le portrait de lui dans Le Monde. Et vraiment, il a une vie, mais c'est genre vraiment une vie de cinéma, c'est absolument incroyable. Et là, il nous fait un truc, une espèce de chronique sociale un peu plate. Alors, sur le papier, la promesse, elle était cool. C'était de nous montrer... Il connaît très bien Barbès, il habite Barbès depuis des années, je crois. Et c'était un peu de nous montrer ce quartier avec son regard à lui. Problème, le pauvre, je pense que c'est un truc de timing, mais c'est pendant le confinement. Donc, en fait, il se passe rien à Barbès. Et voilà, tout ça. Et du coup, finalement... un film un peu plat, plein de bons sentiments qui nous montre la solidarité entre ces personnes issues de l'immigration. Mais voilà, j'en retire pas grand-chose. C'est Fianso qui joue le rôle principal. Rien à dire dessus. Rien à voir en gros. Comment ? Circuler, rien à voir en gros. Un peu, ouais. Alors que je pense qu'il y avait un vrai bon sujet autobiographique à faire sur ce mec. Mais bon, peut-être pour un deuxième long métrage. Ouais. Rita, toi, tu nous recommandes un film d'animation. Alors, c'est pas le robot sauvage, mais c'est Sauvage au pluriel, et cette fois-ci, c'est français. Oui, je trouve que c'est un peu malheureux d'avoir fait sortir ces deux films en même temps, mais que voulez-vous ? Alors c'est le premier, j'ai pas du tout, là c'est le nouveau long métrage de Claude Barras, pardon, je ne sais plus parler, qui est donc cette fois-ci après Ma vie de courgette, qui était un grand succès que je n'ai pas vu, et je sais que beaucoup de gens disent que Sauvage est moins bien, donc j'ai pas ce prisme-là pour en parler. Mais donc Sauvage, c'est un mignon petit film qui se passe encore une fois sur des questions climatiques et sur des questions aussi de peuples indigènes à une terre où se passe de la presque colonisation moderne. Alors c'est des gros mots que j'utilise, mais honnêtement c'est un film plutôt pour un public jeune. Même si j'ai adoré le voir, qui est très mignon, très drôle, c'est une petite fable écolo très bien menée et merveilleusement animée. C'est des personnages, je pense que c'est de la stop motion, il faudra que je revérifie, mais il me semble que oui. Et c'est des personnages tout petits, tout mignons, qu'on a envie de voir exister dans la vraie vie en fait. J'aimerais avoir des petites peluches avec ces personnages. Il y a des blagues très enfantines qui m'ont fait rire et auxquelles je repense aujourd'hui, sachant que j'ai vu le film au Festival d'Annecy, donc il y a un certain temps déjà. Et pour moi, c'est un peu comme le robot sauvage, c'est des petits bonbons à déguster pour les vacances scolaires, qu'on soit enfant ou pas. Eh ben, merci pour vos recommandations, les perchés. Avant de terminer cet épisode, c'est l'heure de notre carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Chaque semaine dans la carte blanche, l'un de nos chroniqueurs nous parle du sujet de son choix. Manon, c'est toi cette semaine. Et une fois que tu auras terminé de t'étouffer, tu vas... nous parler de Sean Baker, de ses films mineurs qui sont des films majeurs. On a tout faux sur Sean Baker. Absolument. En fait, Sean Baker, il fait un peu triplement l'actualité ces derniers mois. Il a eu donc évidemment la Palme d'Or à Cannes pour Anora, qui couronnait un peu un parcours cannois sans faute, après The Florida Project qui avait été sélectionné à la 15e, et puis Red Rocket qui était en compétition officielle en 2021, mais il était reparti sans rien. Et donc, à la suite de ce succès et de cette Palme d'Or, cet été sont ressortis en salle ses 3 films précédents, donc Red Rocket, The Florida Project et Tangerine. Et la semaine prochaine, sortent en salle ses 4 premiers longs métrages, parce qu'en fait, il a déjà une longue carrière, Sean Baker, qui sont complètement inédits en France. C'est The Jokers qui ressort ça, et ils ressortent ces 4 longs métrages dans une collection qu'ils ont intitulée Les Oubliés de l'Amérique, et qui porte pour le coup très bien son nom. Parce que s'il vient d'avoir sa Palme d'Or, il travaille quand même depuis l'an 2000, Sean Baker, enfin même avant. L'an 2000, c'est l'année où sortait son premier long métrage qui s'appelle Four Letter Words, et qui rentre pas tout à fait, enfin même carrément pas dans cette catégorie oubliée de l'Amérique, parce qu'en fait, il y suivait un groupe de garçons assez moyens en soirée, dans un espèce de huis clos, dans un pavillon de banlieue américaine. Ça fait penser un peu à Linklater et son film Everybody Wants Some, qui rencontrerait un film de Kevin Smith, en gros. Comme souvent pour les premiers films, il a parlé de ce qu'il connaissait, ce qui est plutôt bien. Bon, parfois, ça donne des choses super et bouleversantes. Là, moi, j'ai pas été super séduit par ce film, que j'ai trouvé même vaguement antipathique. Mais je voulais en parler quand même parce que c'est un film qui est important
dans sa filmographie. Bon, c'est son premier film, mais en fait, il fait aussi un peu office de contre-modèle pour Sean Baker, qui l'assume globalement qu'à moitié. Enfin, j'ai eu la chance de l'interviewer. Il m'a raconté que c'est un film qu'il a tourné à l'époque où il avait plein de problèmes personnels, notamment d'addiction à la drogue, etc. Il a mis énormément de temps à accoucher de ce film, et en fait, au moment où il est sorti, presque, il était extérieur à lui, un peu étranger, il l'assumait plus. Et en fait, après ce film-là, il a complètement changé de formule, et c'est là qu'il a trouvé vraiment sa formule à lui, c'est-à-dire donc déjà de plus faire de films intimes et personnels, mais plutôt d'aller explorer l'autre en auscultant un peu l'envers du décor du rêve américain, toujours par le prisme d'un regard posé sur un des marginaux qui compose un peu ce grand puzzle des oubliés de l'Amérique. Il a aussi, en termes de mise en scène, un peu oublié tout ce qu'il avait mis en place sur son premier film. C'est-à-dire que ce premier film, il était hyper écrit, en fait. Et puis après ça, il a complètement abandonné. Et maintenant, il fait beaucoup d'improvisation sur ses plateaux. Et donc, ça a donné les trois films suivants, qui sont, moi, je trouve, très singuliers et très réussis. Il y a eu Take Out en 2004, Prince of Broadway en 2008 et Starlet en 2012. Et les trois, en fait, c'est comme des formes de déambulation citadine. Ça se passe toujours dans des grandes villes. C'est donc assez improvisé, comme je disais, mais c'est toujours articulé autour d'un concept qui est très simple, mais qui est très fort. Par exemple, Take Out, c'est le quotidien d'un immigré chinois sans papier qui est livreur pour un restaurant chinois, et toute la dramaturgie du film, en fait, elle repose sur les pourboires qu'on va lui donner ou non. C'est quand même un vrai truc aux États-Unis. Il y a plein de séquences très documentaires aussi dans les cuisines, parce que il a vraiment filmé le vrai resto avec la vraie proprio, et ça donne des séquences un peu genre The Bear, très intenses comme ça. Prince of Broadway, on suivait un vendeur de contrefaçon et à qui son ex coup d'un soir vient déposer un bébé qui soi-disant est son fils, et qui va donc gérer et embarqué dans son quotidien de vendeur à la sauvette. Et quand tu parlais de film mineur / majeur, je pense que ce film mineur dans sa filmographie, il a grandement inspiré d'autres dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les frères Safdie pour Uncut James, parce qu'on pense vraiment beaucoup à Uncut James quand on regarde Prince of Broadway. Et en 2012, Starlet, moi, c'est vraiment mon préféré. C'est le quotidien d'une actrice porno. Là, je crois qu'on passe plutôt côte ouest, je ne sais pas si c'est à Los Angeles ou pas, mais qui se retrouve face à un dilemme moral parce qu'elle retrouve dans un vieux thermos acheté à une vieille dame dans une brocante une énorme somme d'argent. Et voilà, et pour soulager sa conscience, elle va se mettre à traîner avec cette vieille dame qui, elle, n'a rien demandé. Ce film, moi, il m'a beaucoup fait penser à un long métrage qui s'appelle Pleasure de Ninja Tiber, aussi sur le porno. Donc voilà, on sent quand même les films mineurs de Sean Baker ont beaucoup influencé d'autres cinéastes. En fait, c'est pas vraiment ces 4 premiers longs métrages qui l'ont fait accéder à une reconnaissance critique. C'est Tangerine que moi je n'ai pas vu, donc je vais pas en parler. Mais du coup, qui dit reconnaissance dit plus d'argent, etc. Et moi, j'ai l'impression que plus il gagne en moyens financiers et en reconnaissance, Sean Baker, plus il perd un peu cette recette de ces films un peu genre bricole autour de ces gens qui magouillent un peu comme ils peuvent. Et je trouve ça assez dommage. Florida Project, pour le coup, c'est un très très grand film, mais bon voilà, il avait pu se payer William Dafoe, donc on est quand même bien loin de ses premiers films. Et depuis Florida Project, moi je suis assez déçue par ces films. Red Rocket, ça m'avait complètement laissé en dehors, j'avais trouvé ça assez fabriqué. Et Anora, donc la Palme d'Or, moi je trouve que c'est carrément le moins bon de ces films. Je trouve qu'il se trompe complètement de point de vue, que c'est à l'inverse il y a pas de concept très fort, et en fait c'est un espèce de film de cavale sans vrai bon point de vue. Et je lui ai posé cette question en interview justement sur comment on arrive à garder son essence, surtout la sienne qui est quand même la marge quoi, quand on a de l'argent et beaucoup de reconnaissance. Et il m'a fait une réponse assez honnête. Il m'a dit je pense que si cette reconnaissance elle était arrivée plus tôt, j'aurais certainement pris une autre direction, je me serais certainement laissé séduire par Hollywood, par les studios, mais en fait elle arrive, il a quand même quasiment 50 ans, on dirait pas quand on voit ces films, mais en fait elle arrive au bout du 8e film, et en fait il me dit moi j'ai une feuille de route qui est établie, et je pense que cette Palme d'Or elle va me permettre de rester là où je suis, c'est essayer de continuer à faire les films de la manière dont j'aime les faire, mais voilà, d'essayer de rester dans cette espèce de zone. Moi j'attends son 9e long métrage pour voir si il tient ses promesses, parce que voilà, pour le moment je trouve que c'est ces films les plus à l'arrache et les plus fauchés qui sont les plus réussis. Et dans 2 semaines, on parlera d'Anora, donc la Palme d'Or, qui sortira sur nos écrans. C'est la fin de cet épisode de La Perche dans le cadre. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre Apple, à notre Spotify, à notre Deezer, à notre YouTube, à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, et vraiment commenter. On veut savoir ce que vous pensez de nos épisodes. On veut savoir si vous êtes d'accord avec nous, si vous nous prenez pour des cons. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à réagir. On vous dit à la semaine prochaine.